Au cœur des Alpes de Haute-Provence, dans la petite préfecture de Digne-les-Bains, se dessine une histoire de France méconnue mais essentielle. L'épopée des Sœurs de la Providence, congrégation religieuse fondée en 1838, nous raconte bien plus qu'une aventure spirituelle. Elle révèle la France des marges, celle des territoires isolés où se sont inventées d'autres manières de faire société, d'éduquer et de résister aux transformations brutales de la modernité. Cette histoire particulière éclaire d'un jour nouveau les grands récits nationaux. Face à la République centralisatrice et laïcisatrice du XIXe siècle, face aux crises du XXe siècle, ces femmes de foi ont incarné une alternative discrète mais tenace, tissant dans l'ombre un réseau d'entraide et d'éducation qui a profondément marqué l'identité de ces territoires alpins. En 1838, Digne n'est pas encore la paisible station thermale que nous connaissons aujourd'hui. C'est une petite ville de montagne, isolée par les routes difficiles, où la pauvreté côtoie une foi catholique profondément enracinée. Les hivers sont rudes, l'instruction rare et les femmes sont particulièrement vulnérables dans cette société rurale marquée par l'émigration masculine saisonnière. Cette France des confins, loin des centres de pouvoir parisiens, développe ses propres réponses aux défis sociaux. Contrairement à l'image d'une centralisation française uniforme, les territoires périphériques comme le département des Basses-Alpes, aujourd'hui Alpes de Haute-Provence, inventent des solutions locales, souvent portées par l'Église catholique qui reste le principal pouvoir structurant de ces communautés rurales. La situation paradoxale de Digne illustre parfaitement les tensions de cette époque. Préfecture, donc représentant l'État, mais territoire profondément catholique et traditionnel. C'est dans cette contradiction féconde que naîtra la congrégation des Sœurs de la Providence, révélatrice d'une France plurielle qui résiste aux simplifications historiques. La fondation des Sœurs de la Providence par l'abbé Jean-Baptiste Rostand répond à une urgence sociale criante. Dans cette France rurale du milieu du XIXe siècle, l'instruction des filles est quasi inexistante. Les soins de santé rudimentaires et l'assistance aux plus démunis reposent entièrement sur les initiatives privées et religieuses. Cette création révèle une autre face de l'histoire française, celle d'un catholicisme social innovant, bien antérieur aux grandes lois républicaines. 40 ans avant Jules Ferry, ces religieuses organisent déjà un système éducatif pour les filles des classes populaires. 50 ans avant les premières lois sociales de la République, elles mettent en place un réseau d'assistance aux malades et aux orphelins. Les premières sœurs, souvent issues de familles paysannes, incarnent une voie d'émancipation féminine originale. Dans une société où les femmes ont peu d'options, la vie religieuse leur offre une formation, une mission sociale et une autonomie relative. Leurs règles de vie, centrées sur l'action caritative plutôt que sur la contemplation, témoigne d'une spiritualité pragmatique typiquement française. Cette expérience dinoise s'inscrit dans un mouvement plus large de renaissance catholique qui traverse la France du XIXe siècle. Mais elle en révèle la dimension spécifiquement territoriale. Loin de se contenter d'importer des modèles parisiens, ces communautés rurales créent leurs propres institutions, adaptées à leur environnement géographique et social. L'histoire des Sœurs de la Providence prend une dimension nationale lors de la grande offensive laïcisatrice de la Troisième République. Les lois Ferry, puis les lois sur les associations en 1901 et la séparation de l'Église et de l'État en 1905 transforment radicalement le paysage éducatif et social français. Mais l'histoire de Digne révèle que cette laïcisation, souvent présentée comme un processus uniforme et inéluctable, s'est heurtée localement à des résistances complexes qui nuancent le grand récit républicain. Les Sœurs de la Providence ne sont pas simplement des vestiges de l'Ancien Régime balayés par la modernité. Elles représentent un modèle alternatif de service public qui trouve ses défenseurs, y compris parmi les élus républicains locaux. Dans de nombreux villages des Alpes de Haute-Provence, les maires préfèrent maintenir les écoles tenues par les religieuses plutôt que de risquer leur fermeture faute d'instituteurs laïques. Cette pragmatique territoriale révèle une France plus nuancée que ne le suggèrent les affrontements idéologiques parisiens. Les sœurs développent alors une stratégie d'adaptation remarquable.
elles se plient sur les secteurs moins polémiques, la santé, l'assistance sociale, tout en maintenant discrètement leur action éducative. Cette période révèle également la spécificité du catholicisme féminin français. Contrairement aux congrégations masculines plus visibles et plus politisées, les communautés de femmes parviennent souvent à négocier leur survie en se rendant indispensables dans les domaines délaissés par l'État républicain naissant. Le XXe siècle offre aux Sœurs de la Providence l'occasion de démontrer leur patriotisme français d'une manière qui transcende les clivages idéologiques. Pendant les 2 guerres mondiales, leur contribution à l'effort national prend des formes multiples qui éclairent d'un jour nouveau l'histoire de la résistance et de la solidarité française. En 1914-1918, elles transforment leurs établissements en hôpitaux de fortune, soignent les blessés, accompagnent les familles endeuillées. Leur formation aux soins, acquise dans leurs œuvres charitables, se révèle précieuse pour la collectivité nationale. Cette mobilisation des religieuses dans l'effort de guerre illustre la réconciliation progressive entre la République et l'Église catholique, symbolisée par l'union sacrée. La Seconde Guerre mondiale révèle une dimension encore plus méconnue de leurs actions. Les archives locales suggèrent que plusieurs sœurs de la Providence ont participé, discrètement mais efficacement, au sauvetage d'enfants juifs et à l'aide aux résistants. Cette résistance catholique, moins spectaculaire que d'autres formes d'engagement, n'en est pas moins réelle et révèle la complexité des attitudes françaises sous l'occupation. Dans les années 1950-1960, leur rôle dans l'accueil des rapatriés d'Algérie, puis des premiers travailleurs immigrés maghrébins, montre leur capacité d'adaptation aux nouveaux défis sociaux. Ces religieux, souvent issus de milieux ruraux conservateurs, font preuve d'une ouverture remarquable qui tranche avec les stéréotypes sur le catholicisme français de l'époque. Aujourd'hui, la maison mère des Sœurs de la Providence de Digne abrite encore quelques religieuses âgées, dernières témoins d'une époque révolue. Mais leur héritage dépasse largement le cadre confessionnel et irrigue encore la vie sociale locale de manière souvent invisible. De nombreuses institutions sociales, éducatives et sanitaires des Alpes de Haute-Provence portent encore la marque de leur action séculaire. Leur conception du service aux plus démunis, leur attention particulière aux territoires ruraux délaissés, leur pratique de la proximité ont inspiré des générations de travailleurs sociaux, d'enseignants et de soignants, croyants ou non. Cette permanence révèle une dimension méconnue de l'histoire française, celle de la continuité des pratiques sociales par-delà les ruptures idéologiques. La République laïque a finalement intégré, souvent sans le reconnaître, de nombreux acquis du catholicisme social du XIXe siècle. L'école publique, l'hôpital public, l'assistance sociale publique reprennent en partie les méthodes et l'esprit développés par ces congrégations pionnières. Leur charisme particulier, faire providence, être signe de tendresse dans un monde dur, témoigne d'une conception de l'action sociale qui privilégie la relation personnelle et l'attention aux plus fragiles. Cette approche, longtemps décriée comme paternaliste par la gauche républicaine, retrouve aujourd'hui une actualité face aux impasses de l'État-providence centralisé. L'épopée des Sœurs de la Providence de Digne raconte donc une autre histoire de France, celle des territoires périphériques qui ont su inventer leur propre réponse aux défis de la modernité. Face au récit dominant d'une centralisation républicaine triomphante, elle révèle la permanence d'initiatives locales, souvent portées par des femmes, qui ont façonné discrètement mais durablement l'identité française. Cette histoire nous apprend que la laïcisation de la France ne s'est pas faite par simple substitution d'institutions républicaines à des institutions catholiques, mais par un processus complexe d'adaptation, de résistance et finalement d'intégration. Les valeurs de service, de solidarité et d'attention aux plus démunis, aujourd'hui revendiquées par la République, ont souvent été expérimentées et affinées dans le cadre de ces communautés religieuses. Elle nous rappelle également que l'histoire française ne se résume pas aux grandes dates et aux grands hommes parisiens. Dans les petites villes de montagne, les femmes anonymes ont contribué à leur manière à construire le modèle social français. Leur discrétion même fait partie de leur héritage. Elle nous enseigne qu'il est possible d'agir efficacement sans rechercher la notoriété, de servir l'intérêt général sans renoncer à ses convictions personnelles. En somme, l'histoire des Sœurs de la Providence révèle une France plurielle, capable d'intégrer des traditions différentes dans un projet commun.
C'est peut-être là leur leçon la plus précieuse pour notre époque. Montrer qu'il est possible de concilier fidélité à ses racines et ouverture au changement, engagement local et service de la nation, foi personnelle et citoyenneté républicaine.